va continuer avec un des aspects qui était richement évoqué dans l'étude, c'est l'aspect santé mentale, en faisant monter sur le plateau Marcel Ruffo, qui est évidemment non seulement une star de cet aspect-là de la santé, mais aussi désormais donc un partenaire des actions de Ramsay. On peut se mettre à la tribune ou ici, c'est parfait. Très bien. Et Marcel, donc vous voyez que bon, la santé mentale, votre sujet que vous avez su rendre accessible au grand public depuis des années, il est quand même au cœur de la santé maintenant. La santé mentale n'est pas périphérique dans la santé, elle est vraiment considérée par les jeunes eux-mêmes comme au cœur de leurs préoccupations. Alors évidemment, la santé mentale, il y a tout. Hein. Il y a le harcèlement à l'école et sur Instagram, il y a la nourriture, il y a les problèmes d'anorexie et il y a aussi les problèmes purement relationnels. Alors, dites-nous, vous, comment vous voyez à travers votre spécialité cette jeunesse-là? Alors, je crois, très intéressante étude quoi, qui ouvre des champs qui ne sont pas habituellement les nôtres. Quoi. Vraiment, c'est vrai que on passe notre temps à savoir s'il faut supprimer ou non le portable, le téléphone et l'ordinateur. Les parents viennent nous voir en disant qu'ils jouent 6 heures par jour, 8 heures par jour. C'est un des motifs actuels de consultation. Et aussi, j'ai les très jeunes enfants avec les tablettes et le royaume en boucle. Et donc, c'est vrai, des attitudes un peu caricaturales en disant il faut interdire, quoi. Ce qui est insensé, quoi. C'est leur façon de communiquer. Je comprends bien que dans l'étude, ils évacuent ça en disant c'est notre monde. Et on a tout intérêt, nous, à s'adapter à leur monde, par exemple en travaillant sur les écrans plutôt qu'en étant contre les écrans. On va le réguler par l'intérieur, quoi, en l'interdisant pas, mais en l'utilisant. Je donne un exemple. L'intérêt majeur pour moi, pour les jeunes adultes isolés, les plus graves, ceux qui sont hospitalisés à domicile, qui ne sont pas hospitalisés, d'un contact par Skype via le généraliste pour créer un lien avec eux, alors qu'ils sont isolés dans leur chambre. Ça, c'est génial, les écrans. On va pouvoir comme ça les voir. Et de même, finalement, le Roi Lion en boucle, quand on raconte Perrault, quand on rencontre les contes de Perrault en boucle, c'est une addiction. Il y a un gosse qui m'a dit un truc génial une fois. Il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et il m'a dit, Ruffo, mon frère, il fait 6 heures de guitare par jour. Je vous l'amène comme une addiction. Donc, il faut faire attention à... La berceuse du soir, l'histoire qu'on raconte le soir, ça peut être aussi une manière d'habituer. Je le prescris sans arrêt. Prescrire des contes de fées, c'est régler les troubles du sommeil, quoi. Mais en même temps, être contre la tablette, le truc du CSA, c'est un peu idiot, quoi. C'est un peu idiot parce que c'est pas la réalité. Les parents écoutent ça, ils disent oui en étant coupables, et 80% des parents laissent accès aux écrans à leurs enfants, quoi. Donc il faut faire attention à ce qu'on raconte. Alors, sur le plan de la santé, c'est passionnant ce sujet sur la prévention de la santé et sur l'idée de la santé parce que finalement, voilà une période de notre vie où on est en bonne santé. Et quels sont les risques? Le secrétaire d'État, Gabriel Attal, a bien dit conduite à risque, dans lequel il faut inclure les addictions, hein, et l'alcoolisme, évidemment. Deuxième cause de mortalité, le suicide, qui a bien diminué avec ce qu'avait proposé Bernard Kouchner à un moment donné, prévention du suicide. C'était curieux de dire ça, et ça a marché, quoi. Un peu comme toutes les campagnes de prévention, attention à la façon dont on met les nourrissons pour supprimer la mort subite du nourrisson, à plat dos et pas à plat ventre, donc des histoires de santé publique vraiment très importantes. Mais la troisième cause de mortalité dont personne ne parle jamais, pour les adolescents, c'est le cancer. Personne ne parle jamais de ça parce que c'est scandaleux d'avoir une maladie de grand, quoi. C'est une maladie d'adulte, de papy, de mamie, et pas et d'ailleurs à l'enterrement des adolescents, on voit bien les grands-parents qui disent c'est mon tour et pas son tour. Parce que quand même, ils nous servent, ces adolescents, à nous prolonger dans la vie. Ils sont très utiles, les adolescents, pour nous. Hein. C'est notre avenir, quoi. Et alors, cette histoire de cancer, moi, ça m'avait beaucoup marqué. J'avais proposé à l'époque une étude qu'il faudrait reprendre sur comment guérir de la guérison. Parce qu'une fois qu'ils ont guéri d'un cancer, notamment les leucémies, le Hodgkin, pas les cancers des os, pas les orthéosarcomes, pas ces horreurs de cancer plus d'organes, j'allais dire, eh bien, ils ne guérissent pas de la guérison. C'est-à-dire ils maintiennent une chronicité sur « je ne fais rien, j'ai pas d'avenir alors que j'ai eu une maladie mortelle ». Et donc, ça pose bien le problème de l'adolescence, qui est une période de doute. Et dans l'étude, on voit bien qu'ils évitent ça. Dans toutes les réponses, ils ont évité le doute d'eux-mêmes. Parce qu'être adolescent, c'est d'abord douter de soi. Et notamment pour la santé psychologique, être fragile, c'est impossible.
on ne peut pas apparaître comme fragile. Il faut être semblable aux autres et unique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la complexité. Il faut être comme le groupe, mais en même temps unique. Simul et singulis, comme on dit à la Comédie Française. Voilà. C'est la devise de la Comédie Française. Ensemble et singulier. Voilà. Et ça, c'est l'adolescence. Et Proust disait bien que, il disait aussi que c'est le seul moment de notre vie où on a appris quelque chose, justement à cause du doute. Et Marcel Proust a beaucoup insisté sur cette période. Et puis en même temps, un de mes maîtres anciens, Hubert Flavigny, disait que l'adolescence est une deuxième chance. Je suis d'accord, mais il faut la saisir. Parce que quand tu arrives, parce que l'adolescence, on sait que ça commence à l'entrée au collège. Quand ça finit, on ne sait pas. Ça dure parfois très très longtemps. Parfois même, il y a des pédopsychiatres qui ont une névrose infantile active, donc tardivement. Donc on ne peut pas savoir. Mais la deuxième chance, si tu ne la saisis pas, si tu arrives au collège avec des difficultés à décrypter, à lire, tu fais le pitre, tu t'opposes et tu es contre l'institution et tu pars vers une carrière terrible. Et donc la santé psychologique est essentielle sur le doute de soi. Et dans l'étude apparaît quelque chose que des gens de l'INSERM avaient déjà repéré il y a longtemps, c'est l'importance de la santé scolaire. Quelle que soit la catégorie professionnelle, médecin, assistante sociale ou infirmière, c'est là que se jouent les choses. Une étude de Suzanne Ledoux, en 2000, je ne sais pas quoi, longtemps, et en 2004, avait montré que 74% des adolescents ont confiance dans ce système de santé. Et là, la difficulté, ce que disait le directeur général, ça va être difficile parce qu'ils sont corporatistes. Moi, je vois, par exemple, dans les maisons d'adolescents, j'avais présidé la conférence de la famille, et il y en a 108 en France, ils viennent parce que c'est maisons d'adolescents. Parce qu'il n'y a pas les petits et les grands. Ils s'en fichent des maladies, mais ils veulent être corporatistes sur l'adolescence. C'est du corporatisme ou c'est la sensation qu'ils seront plus efficaces parce qu'ils ont affaire à cette tranche très spécifique qui s'appelle l'adolescence et qui ne doivent pas se déployer plus, se diluer plus? Non, parce qu'ils veulent être reconnus comme adolescents. Ce qu'ils disent lorsqu'ils attaquent un peu dans l'étude les adultes en disant « à vous de comprendre ». Parce que nous, on a des choses à dire et on les dit, quoi. Et c'est important parce que c'est le fondement de l'avenir d'une société, l'adolescence. C'est la chance. C'est la chance aussi de la société, une adolescence. Et c'est vrai qu'un pays qui s'intéresse à cette adolescence fait de la prévention, comme on disait, sur le coût économique de la santé. C'est vrai que, entre nous, traiter tôt une difficulté, c'est mieux que de la traiter tard. On ne peut pas dire autrement. Et donc c'est très, très important aussi de structures un peu innovantes, comme par exemple un système d'hospitalisation de nuit, de week-end, d'histoire de temps partiel, d'équipes mobiles à l'extérieur, d'intervention sur la toile. Par exemple, on va faire dans le sud une consultation dans une ville un peu éloignée de Marseille, une consultation avec généraliste par vidéo. Quand il y a un adolescent casse-pied, ils le convoquent à leur cabinet avec les parents et on fait une consultation en vidéo alors qu'il ne voulait pas venir nous voir, alors qu'il va voir son généraliste. Vous voyez, encore une fois, les écrans, c'est quelque chose qu'il faut développer dans le soin. Ça rassure l'adolescent, on entre dans son monde, on manipule. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous allez voir un psy et que vous êtes intéressé par disons, la psychopathologie, imaginez que vous ayez la chance de rencontrer Pontalis, par exemple. Vous rencontrez Pontalis, c'est une chance pour quiconque. Et Pontalis vous parle d'Oreste, de son chien. C'est bien, mais on ne peut pas aller voir Pontalis facilement. Alors qu'on peut lire, on peut écouter sur France Culture ce qu'il dit de son chien. Donc, et les adolescents ont leur bibliothèque dans leur poche, leurs références dans leur poche. Et c'est grâce à ça que des nouveaux modes de communication sont en cours avec eux et qu'il faut les utiliser. Par exemple, pour le refus scolaire anxieux, qui est une épidémie, je ne veux plus aller en classe, etc., une cyberclasse, une classe sur informatique virtuelle leur permet d'être scolarisés. Ils ne refusent pas le savoir et l'accès au savoir, mais ils ne veulent pas le groupe et le prof. Ils ne veulent pas rentrer à l'école parce qu'ils sont terrorisés par l'école avec des craintes de l'individuation, séparation, de l'idée de mort, enfin des histoires lourdes sur le plan psychique. Tu leur dis tu n'y vas plus, mais tu suis une scolarité par écran, j'y vais. Et donc vous voyez encore une fois, je crois que en fait, le monde se sépare entre optimistes et pessimistes, quoi. Il y a les pessimistes qui disent c'est terrible les écrans,
et les autres qui disent quelle chance pour l'avenir du soin même et de la qualité des adolescents. Un mot sur l'aspect nutrition. On est dans une société où d'un côté il y a l'anorexie mentale et tout ce qu'elle entraîne comme problème jusqu'à la dérive suicidaire, et de l'autre l'obésité avec la grossophobie dont on a vu que pour les jeunes c'était devenu quelque chose maintenant de symbolique. Comment gérer cela? Comment gérer ce rapport à la nutrition qui donne des résultats corporels totalement différents et le même trouble? Ma réponse va paraître paradoxale. C'est plus facile de traiter l'anorexie que l'obésité. Oui, ce qui n'est pas évident. On aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais pas dit cela. Hein. Non, mais je sais que le surpoids, l'obésité entraîne un désespoir sur soi, sur l'image de soi. L'anorexie, c'est un combat, une sorte de maîtrise. Sainte Catherine de Sienne, qui était anorexique, maîtrisait aussi sa maigreur, ses stigmates, etc. Alors que l'obésité a honte, quoi. Et l'obésité, le gros est moqué. Je suis tout à fait d'accord avec cette notion de grossophobie. Dans l'étude de Bardieu sur le harcèlement, justement, le premier item, c'est le surpoids. Et aussi le cyberharcèlement. Voilà un effet négatif de la toile, où on filme quelqu'un dont on voit qu'il mange beaucoup à la cantine et qu'il est gros, et on le passe sur la toile. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Est-ce qu'il faut durcir le ton sur les fabricants de nourriture, les distributeurs de nourriture pour mieux nourrir les gens? Ou est-ce qu'il faut apprendre à la société à vivre dans un monde où il y aura beaucoup plus de gros? Et finalement, tant qu'on n'est pas dans une obésité qui met en péril la santé, on a le droit d'être gros. La majorité des anorexiques que je suis dans ma carrière, qui sont maintenant adultes et mamans, etc., la majorité sont devenues diététiciennes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas échappé à leur destin, et elles le font avec un brio incroyable. Et je crois que l'école, par exemple, est un moyen génial d'apprendre à manger. Parce que l'obésité, je le vois, l'obésité, il y a aussi des catégories sociales. Les gros, sont les pauvres, quoi. Les milieux socioculturels les plus défavorisés. Pourquoi? Parce que tu viens d'un pays où manger, c'était le plus important, où tu émigres parce qu'il n'y a pas de quoi manger, et quand tu es dans un pays où tu peux manger, tu manges trop, quoi. Et l'école a cette mission aussi d'apprendre à manger. Et peut-être, il y a une expérimentation qu'on mène à Albe, dans le Piémont, dans une fondation, où il y a 20 grands-mères bénévoles qui viennent le samedi faire la cuisine avec les enfants de l'école maternelle pour des repas de famille. Et donc on invite les enseignants, les parents et les autres enfants. Et on s'est aperçu d'une adoption incroyable de ces enfants qui n'avaient pas de grand-mère. Ils ont adopté des grand-mères cuisinières. Et je trouve que ça, le côté traditionnel cuisinier, faire des pâtes à la main, les manger, les faire cuire, etc., ça diminue le fait de manger l'autre. J'étais avec Michel Freud, descendante de Freud, qui faisait l'autre jour manger un grain de raisin à un groupe. On mettait un grain de raisin dans la bouche, on le mâchait, on l'explorait. Oh, on avait une satiété, alors que si tu n'avais pas fait ça à l'apéro, tu aurais mangé une quinzaine de grains, quoi. À l'autre bout, le sport, on peut en attendre des miracles si on développait le temps sportif, comme certains pays, tous les après-midi, les enfants font du sport. On arriverait à lutter contre ces dérégulations de la nourriture? Je ne sais pas s'il y aura un miracle contre le pays de Galles, je ne suis pas sûr. Ça, c'est dimanche à 10h du matin. Je ne suis pas sûr de... Ou après, si jamais le miracle a lieu, après, ça va être... Enfin, mais le sport... Il y a le sport de compétition, les images identificatoires des vedettes, Federer, etc. Et puis le sport pour soi, où quand on réussit un revers long ligne, on se prend pour un autre. Ça se joue dans les identifications et dans le fond, dans la construction de soi du corps. Non, le corps est indispensable et toutes les techniques à médiation corporelle, sophrologie, relaxation, etc. sont essentielles comme adjuvant. J'avais beaucoup admiré le doyen de Bobigny qui avait mis toutes ces médecines alternatives en enseignant en fac de médecine. C'était génial. Bon, on vous écouterait pendant des heures, mais il faut qu'on avance. On va vous passer quelques vidéos, quelques témoignages. Il y en a 6 de jeunes qui vont nous expliquer leur prescription, leurs revendications en termes de santé pour eux. On va le voir sur l'écran devant vous ou le grand écran derrière. Et après, vous réagissez. Oui. Les vidéos, les propositions des 6 jeunes. Bonjour, je m'appelle Solène, j'ai 19 ans. J'habite à Marseille où je suis en première année de kinésithérapie. Et ce que je demande aujourd'hui, c'est vraiment qu'on parle plus du harcèlement scolaire et qu'on montre vraiment aux élèves que ça blesse profondément les personnes qui sont concernées. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 17 ans,
je suis en bac professionnel ASSP. J'habite à Paray-le-Monial. J'ai répondu à la consultation car j'ai trouvé le sujet important et intéressant pour la suite et l'avenir des adolescents. Ma suggestion était qu'il fallait arrêter de juger le choix des personnes. Bonjour, je m'appelle Alvin, j'ai 21 ans, je suis en master de journalisme en banlieue parisienne et ma question elle était plus tournée vers le consentement ou plutôt l'enseignement du consentement dès le plus jeune âge. Moi par exemple j'ai vécu avec une valeur fondamentale qui est le respect envers les femmes et même envers les autres personnes quand il s'agit de consentir ou du consentement. Je l'ai pas appris à l'école, je n'ai jamais eu de cours d'éducation sexuelle, je n'ai jamais eu de cours d'SVT où on nous parlait de consentement, etc. Et pourtant, je l'ai intégré dans mon éducation et c'est pour moi l'une des valeurs fondamentales de mon éducation en fait. Donc, comment envisagez-vous d'enseigner le consentement à l'école et comment envisagez-vous en fait de faire comprendre aux potentiels futurs harceleurs que non, ça veut dire non? Bonjour, je m'appelle Agatha, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en licence de lettres à Clermont-Ferrand. L'année dernière, j'étais au lycée, j'ai participé à la consultation citoyenne parce que je pense qu'il faudrait prévenir les infirmières ou les infirmiers vis-à-vis du secret médical parce qu'il n'est pas tout le temps respecté. Et les gens ne s'y attendent pas forcément, enfin les élèves notamment ne s'y attendent pas forcément. Et on peut se retrouver dans des cas assez embarrassants ou du moins dérangeants lorsque les infirmiers décident d'aller parler aux parents ou au corps de professeurs. Alors que, sans nous demander notre avis, et je pense que ça devrait vraiment, les gens devraient être prévenus en fait, étant donné que c'est quand même quelque chose qui de base est normal et que ça met pas du tout les élèves en confiance. Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 18 ans, j'habite à Marseille, je suis en 2e année de médecine et je pense qu'il faudrait accompagner les jeunes à assumer leurs différences, qu'elles soient mentales, physiques, sexuelles, etc. Voilà, merci. Je m'appelle Célia Ahmed, j'ai 24 ans. J'habite à Bordeaux et je fais des études de langue. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les profs et les enseignants soient plus aptes et soient plus formés à détecter les élèves qui sont en difficulté et qui sont en dépression pour qu'ils puissent les aider. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 19 ans, j'habite à Toulon et je suis actuellement en PACES. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous demander d'organiser des séances d'information au lycée pour sensibiliser les jeunes aux troubles psychologiques comme la mutilation, l'anorexie, la boulimie ou même la non-confiance en soi. Donc merci. On regardera une dernière vidéo tout à l'heure. Un mot sur le secret médical. C'est vrai que c'est un problème, ça. L'infirmière, le médecin, il doit bien prévenir les autorités, les parents, ce sont des mineurs. Et néanmoins, il y a le secret médical. Comment on résout cette contradiction ? Lors d'une réunion avec les CPE de la région, un des garçons me dit, voilà, cette gosse a dit qu'elle voulait se suicider. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, vous téléphonez aux parents, quoi. Le secret médical n'est pas un secret à risque, quoi. Le secret médical, bien sûr, lorsqu'elle parle d'une relation amoureuse avec un garçon, etc., on tient le secret. Mais lorsqu'il y a un risque vital ou d'évolution de l'enfant, on est levé par le secret. Le secret médical, c'est un jeu de pouvoir médical aussi. C'est pas qu'un jeu médical. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que quand on les entend, on se demande si le vote à 16 ans n'est pas licite. Ah, ben voilà. Je me bats depuis très longtemps pour ça. Je suis ravi que vous ralliez. C'est vrai qu'on leur demande de respecter des règles pour lesquelles, à aucun moment, on leur a demandé leur avis pour les constituer. Et là, ils le donnent, quoi. Et alors, ce qui est passionnant, et c'est le hasard, c'est la dernière intervenante qui est en PACES, année terrible, de première année de médecine. J'espère que ça va aller pour elle, mais elle va apprendre l'annuaire par cœur pour être docteur, quoi, ce qui est drôle. Et elle dit quelque chose qui va avoir lieu justement à Toulon où elle habite. On va faire une université populaire de développement de l'enfant et de l'adolescent. Dont acte, on invitera les lycéens, quoi. Alors pour apprendre quoi dans cette université populaire ? Pour apprendre le développement. Par exemple, je sais pas, dire par exemple qu'un enfant à 18 mois, il dit non, je veux pas, et que c'est un progrès, mais qu'il est casse-pied. C'est pour ça qu'on a inventé la maternelle et qu'on la rend obligatoire maintenant à 3 ans. Donc des histoires très simples qui sont une pédagogie du développement de l'enfant et de l'adolescent
Par exemple, le fait que l'adolescent, dans les conduites à risque, c'est paradoxal ce que je dis, mais il faut qu'il en prenne. Mais celui qui va bien les prend en exagérant, en disant qu'est-ce que j'ai pris comme risque, mais il ne les prend pas. Celui qui va mal, il multiplie les risques et il est en danger vital. Quand, par exemple, un adolescent rentre 5 fois aux urgences parce qu'il s'est alcoolisé tous les samedis soirs, quand il rentre 5 fois aux urgences parce qu'il a eu 5 fois un accident de vélomoteur, c'est un appel, quoi. C'est un appel de souffrance. C'est pas une conduite à risque, c'est aidez-moi, quoi. Et c'est là qu'il faut articuler avec les urgentistes, notamment. On va encore à accentuer leur travail et je vais aggraver la grève des urgences, mais ils ont aussi un rôle au niveau de la prévention, justement, de la santé psychique. J'avais mis, moi, il y a quelques années, une psychologue aux urgences de la Timone qui observait ce qui se passait. 12% des venus aux urgences étaient des problèmes psychologiques qui auraient pu être réglés hors médecine, uniquement avec une psychologue, une assistante sociale ou un éducateur. Est-ce que vous vous rendez compte le fait qu'ils avaient un scanner, une prise de sang, une biologie, un examen et plusieurs heures d'attente, alors que c'était simplement un exercice de droit de visite compliqué sur lequel ils avaient somatisé mal à la tête et vomissements. Oui. Donc il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi avec les choses. Et je crois que la santé mentale est extrêmement honorable, quoi. Quand j'ai commencé psychiatrie, mon père, qui avait rien à voir avec la médecine, m'a dit « Je savais que ça se terminerait comme ça ». Et à ses amis qui leur demandaient « Qu'est-ce qu'il fait alors ton enfant ?» Des études. Il avait honte, quoi. Il avait tort. Et il a compris à la fin de ses jours. Oui, parce que c'était les fous, c'était pas un vrai médecin qui... Oui, puis c'est pas sérieux. Puis après, quand j'ai vu pratiquement tous les enfants de mes collègues, ils ont compris que c'était intéressant. Alors entre le trop et le trop peu, c'est pas évident de choisir. Entre d'un seul coup faire des scanners et des trucs alors que c'est pas nécessaire, ou de l'autre minimiser, c'est pas simple. Et notamment, il y a une culpabilisation du parent qui se dit si je prends ça au drame, si je m'inquiète, si je l'envoie voir un psychiatre, je vais aggraver son cas. Mais il faut pas... Ça, c'est très intéressant comme question. Il ne faut pas envoyer un psychiatre. Il faut dire on va voir un psychiatre ensemble. C'est pas toi qui y vas. C'est parce qu'on n'y arrive plus et j'ai besoin, moi aussi, d'une discussion avec un tiers à laquelle je participerai. Par exemple, phénomène incroyable dans ma discipline. Quand j'ai commencé ma carrière, je voyais que des mères et des grands-mères, quoi. Maintenant, je m'étonne quand un père n'est pas là, même si le couple est séparé. Le père est présent avec la mère, avec l'adolescent. Ça, c'est un progrès énorme. Françoise Dolto, sur l'émission à France Inter, une fois, avec Pradel, elle a un père qui appelle. Elle ne l'a pas lâché. Elle l'a gardé pratiquement 1 heure, tellement elle était contente qu'il y ait un père qui appelle, alors que c'était les mères qui appelaient. Et maintenant, le progrès des pères dans la responsabilité des enfants, on le voit dans le système de garde alternée, des systèmes de nouveautés. Avant, les pères disparaissaient en cas de séparation. Maintenant, ils proposent une garde alternée pour des raisons en partie économiques, mais pour des raisons aussi d'apparaître, de ne pas être des pères de week-end et des pères de dimanche, des pères qui vont au hockey choral, parce qu'il n'y a que les pères qui vont au hockey choral le week-end, hein, dans le midi. Donc, je veux dire, cette histoire de progrès dans la démocratie familiale mérite que le tiers... entre nous, c'est pas dangereux d'avoir un pédopsychiatre. Ça peut servir à rien, mais ça peut relancer quelque chose. Et parfois, ça marche, parfois ça marche pas. Parfois, le psychiatre n'est pas en forme. Parfois, les parents sont pas en forme. Parce que parfois, l'enfant ne dit rien, il ne veut pas parler. Souvent, lorsqu'on comprend pas, il faut recommencer en disant « J'ai rien compris à ton discours, je te revois, quoi. » Et ça lui plaît de nous avoir feinté. Vous voyez, ça le rend important. Il dit, ça va, ce garçon-là n'a pas un pouvoir sur moi. Ouais. Les gens croient que les psychiatres comprennent tout. Les psychiatres comprennent souvent rien, quoi. Il faut le dire. Ouais. Est-ce que l'avenir de votre spécialité, c'est pas de sortir complètement de l'univers médical, du bâtiment médical, pour aller par les écrans, là on a vu du FaceTime, du WhatsApp dans la poche des patients, pour aller dans leur milieu familial, dans leur cadre de vie, et surtout ne plus être dans l'impression qu'on est hospitalisé, qu'on est enfermé? Oui, moi, c'est une des grands reproches que je ferai à ma carrière, quoi. Quand j'ai commencé pédopsychiatrie, j'étais allé passer sous l'injonction d'un de mes maîtres, Arthur Tatossian, 24 heures complètes en dormant, en mangeant chez des gens avec un enfant autiste. Et c'était génial. C'était un auteur américain, Henry, qui avait fait ça, l'observation intradomiciliaire. Et puis après... Quand tu as un service, quand tu as un beau service, moi j'ai toujours eu des beaux services. Il y a de la chance dans la vie, il y a des gens qui ont de la chance. Là par exemple, à La Plaine-sur-Yvonne, le nouveau service, il est génial, quoi, tu vois. Donc voilà. Mais je préfère travailler dans le confort, dans le beau, je trouve que ça soigne, quoi. Donc je trouve que le beau soigne, je vois pas pourquoi les psychiatres seraient maltraités dans des endroits pas sympas. Mais
J'ai abandonné un peu ce côté intradomiciliaire et je trouve que Internet, le virtuel, me donne une chance de compenser un peu ce que j'ai pas fait, c'est-à-dire le in situ, qu'est-ce qui se passe à la maison, que les parents soient à égalité, transversaux, puis je pense aussi toute la question d'in situ pour les personnes âgées, parce que la pédopsychiatrie est proche des personnes âgées aussi, dans le fait que l'enfant c'est le plus important, et le fait de maintenir à domicile, quels que soient les risques, une personne âgée avec des équipes mobiles, ça me paraît quelque chose de drôlement plus intéressant que les EHPAD, quoi. Est-ce que la data, qui est le mot-clé maintenant pour tout, est importante? C'est-à-dire, est-ce que la base, la quantité de données qu'on peut avoir sur un individu, même jeune, quand il arrive, change la manière d'exercer ce métier? Ou est-ce que tout, finalement, commence quand on commence à discuter avec le patient? Non, je crois qu'il y a bien sûr une volonté scientifique que je comprends tout à fait des neurosciences, etc. Mais la narrativité, l'historicité, le hasard d'un discours, l'association d'idées reste essentielle, quoi. Les gens sont d'abord une histoire personnelle et d'ailleurs il y a quelque chose de passionnant quand on va voir un psychanalyste, par exemple, on imagine que ce qu'on lui raconte c'est la chose la plus intéressante qu'il ait jamais écoutée de sa vie. Lui en fait il écoute notre discours puis finalement on lui en veut en disant ce mec là il ne me considère pas comme je suis, et c'est justement dans le contre-transfert quand on s'aperçoit que c'est soi dont il s'agit que ça marche, quoi. Ouais. Lorsqu'on a fait ce pas de dire j'étais intéressant, il ne me trouve pas intéressant, finalement qui suis-je, quoi. C'est ça le jeu, et la narrativité est importante dans toutes les disciplines. En cancérologie, moi j'insiste beaucoup avec les cancérologues sur le fait qu'ils racontent des histoires de vie à leurs patients, histoire que ce ne soit pas le cancer mais la personne qui vient en cancérologie. On est trop allé peut-être vers la statistique, vers la catégorisation des patients. Non, si tu es ministre, il vaut mieux un sociologue qu'un psy. Lui, il te raconte une histoire de chasse, alors que le sociologue, il te donne une cohorte. Pour une émission publique, je comprends l'intérêt des sociologues. Mais pour la relation humaine, il vaut mieux l'histoire de chasse. Alors on l'a vu dans les petites vidéos, le harcèlement revient beaucoup, avec évidemment tout ce que les réseaux sociaux ont apporté de puissance négative. On est dans le médical, on est dans le social, on est dans le judiciaire. Mais le harcèlement, quand même, dans l'ancien temps, lorsqu'il y avait des partis de droite et de gauche, avant, il y a eu quand même Châtel et puis après les ministres socialistes qui ont maintenu le dispositif sur le harcèlement. Et le harcèlement fait partie des progrès de la parole de l'enfant, un peu comme le signalement des sévices sexuels ou physiques. La parole de l'enfant, grâce à Dolto, grâce à l'UNESCO, grâce aux droits de l'enfant... elle est considérée. Elle est considérée, et le harcèlement, c'est ne plus se sentir coupable d'être victime, et c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Mais pour avoir pratiqué des exposés dans des collèges sur la demande d'enseignants, après on s'aperçoit qu'un certain nombre de collégiens deviennent ambassadeurs contre le harcèlement pour aider un enfant harcelé. Et ça, c'est génial. Et je trouve que c'est un courant de démocratie. Parce que ça apparaît aussi dans la cothérapie. Dans les maisons d'adolescents, souvent, un adolescent vient en consultation pour nous examiner, pour voir ce qu'on propose. Puis après, il amène un copain qui est plus mal. Il nous a d'abord essayé, puis il amène un copain en dehors des parents. Et là, on peut comme ça travailler. C'est une sorte de parrainage, quoi. Oui, une cothérapie où elle a freiné un aîné ou quelqu'un de plus grand qui aide quelqu'un qui est en difficulté. Il y a cette dimension de solidarité chez les adolescents qui compte aussi, qui est très sympathique. Et néanmoins, on l'a vu dans l'étude, ils en appellent à des sanctions. Ils veulent qu'on punisse les harceleurs. Il y a une carence là du côté de la force publique, de l'autorité. Mais on verra dans les futurs pédopsychiatres de l'autre génération si la rigueur familiale ne réapparaîtra pas beaucoup. C'est-à-dire, je te dis non, plutôt que de te dire toujours oui et je te comprends. On a été coupable de ça. Moi, en premier, je reconnais que toujours comprendre, de temps en temps dire je comprends pas, et j'en ai marre, c'est utile, quoi. On va regarder, je crois, une dernière vidéo. Alors, c'est pas un témoignage face caméra, c'est plutôt une vidéo qui a été tournée par l'une des personnes contactées, qui a réalisé justement un petit sujet filmé sur la tolérance. Les filles n'aiment pas les sensations fortes. Les hommes, ça s'occupe pas des enfants. Les jeunes, toujours sur leur smartphone, ils sortent même plus dehors. Les vieux, après 50 ans, ils ne servent plus à rien.
Les filles, c'est pas fait pour faire des études. Puis de toute façon, chérie, y a pas de femmes dans les nouvelles technologies. Les homos, ça se voit à leur tronche. Et ta nièce, elle est pas chinoise? Elle va pouvoir me réparer mon iPhone? Tu portes pas le voile, toi? Ah, pourtant, t'as une tête à le porter. Ah, les noirs, les arabes, là. Les bronzés, quoi. Ils sont tous violents, c'est dans leur culture. Ouvrez les yeux sur vos préjugés. Les activités ou les métiers dépendent des goûts de chacun, pas du genre, de l'âge ou de la couleur de peau. Petite phrase, grande discrimination. Voilà, Pauline et Virginie, donc c'est ce petit film sur les clichés un peu éternels dans la société, cette exigence aussi de tolérance dans cette génération-là. Bon, conscience habituelle et ce mécanisme de solidarité des adolescents et d'ouverture des adolescents, ou peut-être signal faible, signal d'alerte sur une génération qui se communautarise, qui se clanise et qui vit les rapports de manière peut-être moins consensuelle que la génération post-68 où tout le monde aimait s'aimer. Oui, non, c'est vrai que les post-68 ou le baby-boom ont eu la chance extrême de devenir ce qu'ils voulaient devenir. Et maintenant, c'est plus compliqué pour les actuelles générations. Ça, je crois qu'on revient au doute. Mais je trouve quand même que tout à l'heure, dans l'exposé, il y avait aussi une jolie notion sur l'inclusion des handicapés pour les connaître tôt et donc les accepter. Je trouve que, j'allais dire que la nouvelle génération est mieux que la nôtre. Elle est mieux que la nôtre dans la tolérance. Et donc, il y a ça. Il y a les difficultés qu'on peut rencontrer, mais je suis désolé, sur l'homosexualité, ça a fait un bond incroyable de tolérance et il faut s'en féliciter. Le mariage pour tous est un succès colossal. L'adoption homoparentale est aussi un succès génial. Donc je trouve que supporter la différence, c'est se supporter soi et de ne pas avoir peur de soi. Et je trouve qu'ils sont quand même plus tolérants que ce qu'on a été. Y compris sur des tensions qui se ravivent dans la société, riches et pauvres, religions différentes. Est-ce que cette génération-là, elle n'aura pas là aussi un discours dur et des pratiques peut-être plus agressives que les générations précédentes? Non, mais c'est parce que l'ensemble de la société va mieux que aux berges ceux qui vont mal manifestent, quoi. On se sent d'autant plus exclu qu'on est minoritaire, quoi. Et donc le communautarisme, par exemple, est un sentiment de risque d'échec, quoi. C'est vrai qu'on a la chance dans un pays de l'universalité, quoi. On n'a pas de pétrole, mais on a la notion d'universalité. Donc c'est quelque chose qu'il faut préserver, quoi. Mais dans ma communauté, je suis plus à l'abri. Oui, mais je suis plus à l'abri et en même temps, je m'enferme. Je veux dire qu'un de mes amis, qui est pied noir, qui vivait en Algérie, il disait que quand ils étaient en Algérie, ils mélangeaient toutes les fêtes, les juifs, les arabes et les chrétiens. Donc ils étaient toujours en fête. On peut compter sur les juifs pour être toujours en fête, mais les fêtes religieuses et l'Aïd el-Kébir étaient partagées par les communautés. C'est le partage de fêtes et de joie qu'il faut faire et pas des rigueurs d'exclusion, quoi, qui sont en fait toujours, je veux dire, un sentiment pathologique, quoi. Quand on exclut quelqu'un, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. L'altérité, c'est aller bien, quoi. Un dernier mot, on l'a vu dans l'étude tout à l'heure, les filles ont beaucoup plus répondu que les garçons, elles se sentent plus engagées. Vous, en travaillant notamment sur l'anorexie, vous avez approché une clientèle, des patientes, beaucoup plus que des patients. Cette cassure-là des genres, elle demeure structurante? Les filles sont douées... Vraiment, quoi. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Il y a eu une étude il y a longtemps aux États-Unis où on étudiait le développement de l'enfant. Puis l'étude a été arrêtée parce que les filles étaient en avance sur les garçons, vraiment majoritairement. Donc ça ne plaisait pas aux garçons, cette étude, quoi. Et après, sur le corps, on le voit dans l'histoire des règles, dans l'histoire des protections. Il y a une horloge biologique chez les femmes qui
qui s'impose plus que chez les garçons, quoi. Puis, en plus, regardez, le vrai débat qui viendra dans les années à venir, c'est la grossesse pour autrui. C'est vrai que les pédopsychiatres sont en difficulté. Je dis en difficulté. J'ai été auditionné au Conseil d'État pour la nouvelle loi, et j'avoue que je disais, je sais plus, autant pour la PMA, il n'y a aucun souci pour moi, autant pour la grossesse pour autrui, on sait la mémorisation du goût du lait, du voix de la mère, des rêves peut-être partagés, de l'odeur reconnue. Donc comment être un réceptacle utérin en dehors de la marchandisation qui est insupportable. Il y a toute la partie relationnelle intra-utérine qui se joue. Et donc, on crée un abandon. Vous voyez, c'est vraiment... C'est-à-dire que la GPA éthique, c'est-à-dire non commerciale, porte quand même un risque, en tout cas des inconnus. Non, puis la GPA, honnêtement, quand tu es riche, tu vas aux États-Unis, quand tu es moyen riche, tu vas en Ukraine, et quand tu es pauvre, tu vas en Inde. Donc, il y a déjà quelque chose qui est déjà très commercial dans tout ça. Mais je veux dire que l'histoire des progrès des femmes, les femmes ont fait faire des progrès aux hommes, quoi. Et la notion de parité, le combat des féministes a entraîné une féminisation des hommes qui, je crois, montre la qualité des nouveaux pères, ce que je disais tout à l'heure en consultation. Donc, et puis, honnêtement, les femmes nous ont bien aidés à tous les niveaux et continueront toujours à nous aider. Donc, vraiment, le sexe fort a besoin des femmes et les femmes, sans doute, à accepter les fragilités du sexe fort, quoi. Et donc, nutrition, addiction, harcèlement, c'est en écoutant les jeunes femmes qu'on peut trouver les bonnes solutions et aller plus vite. Oui, mais il y a des garçons qui se proposent comme ambassadeurs contre le harcèlement. Il y a des garçons qui aident un handicapé qui est en difficulté malgré l'AVS et qui va le soutenir en temps scolaire après. Non, les garçons font des progrès grâce à la parité qui doit encore être améliorée. Je trouve le truc des salaires est même stupéfiant. Si on réfléchit, c'est drôle. Les 30 de je sais pas quoi % de différents. C'est curieux. Je sais pas pourquoi on ne paye pas l'autoroute moins cher alors qu'on est un homme. Je sais pas. On devrait avoir au péage un diagnostic chromosomique et tu paierais moins cher. Ça devient fou comme truc, ça. Et donc à partir de là, dans les progrès, l'autre jour, un de mes copains a dû avoir une biopsie de la prostate. Et c'est une chirurgienne qui est venue lui faire. Il était un peu gêné, en position gynécologique, donc en position féminine, pour son biopsie de la prostate. Puis après, il est venu m'en parler, il m'a dit « Elle me l'a très bien fait ». Je dis « Tu vois que ça peut être utile ». Il y a des fiertés viriles encore à faire tomber. Non, il était mal en position gynécologique et être ponctionné sur sa prostate, qui était une partie de sa virilité passée, honnêtement. Bon, très bien. Merci infiniment, professeur Ruffo. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage.